Olivier vous présente le magazine Nouvelle Conscience, le 3e samedi de chaque mois, de 23h à 1h. Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur l'antenne de radio, ici et maintenant 95.2 à Paris en Île-de-France. Olivier avec vous ce soir dans l'émission Nouvelle Conscience. Tu as vécu ces différents attributs du silence, donc tu parles de l'immobilité, tu parles de ce silence, et puis donc quels sont les autres attributs? Tu disais que l'amour pour toi c'est plutôt une émotion, et donc tu ne le décrirais pas par le mot amour. Non, je ne dirais pas que l'amour est une émotion. Pas l'amour dont on parle là maintenant, qui est l'amour inconditionnel. Bon, si je reviens à la pure conscience, je dirais vide, immobile et silence sont ces trois principaux attributs. Maintenant, pour moi, cette pure conscience qui est une autre manière de décrire, c'est rien, mais strictement rien. Donc, quand j'accompagne des gens à tourner leur regard vers ce rien et qu'on me dit qu'il y a de la joie, qu'il y a de l'amour, c'est pas ça la pure conscience. Pour moi, ça, je suis radicale sur ça. Par contre, cette pure conscience, quand elle descend dans la matière, je dirais, c'est là qu'on peut ressentir que le Créateur, c'est par un acte et dans un acte d'amour immense qu'il descend dans la matière. Et il faut faire ce chemin en soi pour contacter l'amour. La pure conscience, c'est rien, et juste après ce rien, il y a l'amour, mais pour qu'il y ait amour, pour moi, il faut qu'il y ait création. Et j'ai touché à ça d'une façon encore plus précise durant l'écriture de Créer sa vie, quand j'ai touché l'immensité du Créateur pour sa création. On peut voir que dans toute création, dans toute manifestation, il y a l'absolu, il y a ce rien. Bon, ou cette pure conscience, si on lui donne ce nom, que je regarde, ben là je suis devant mon feu de cheminée, si je regarde les murs, toute forme de manifestation est pure conscience. Mais il y a autre chose dans la manifestation, c'est l'amour. Parce que ça fait partie de la descente dans la matière. Et cet amour, il est vraiment inconditionnel et il est vraiment partout. Et quand notre cœur est vraiment ouvert et que notre conscience est éveillée, on peut voir que tout est pure conscience, mais aussi que tout est amour. C'est juste que nos yeux peuvent avoir de la difficulté à le voir, à le réaliser. C'est là, c'est partout, c'est vraiment, ça nous remplit, mais nous sommes un peu comme des poissons dans un bocal. On cherche l'eau alors qu'il n'y a que ça. Autre question, certains décrivent le moment de la réalisation comme le moment où l'ego, où l'individu cesse de s'identifier à l'ego et où en fait la conscience, au lieu d'être à l'intérieur du corps, tout d'un coup entre en expansion et finalement finit par embrasser jusqu'à l'univers entier. Est-ce que c'est aussi le sentiment c'est ce que tu as vécu et est-ce que c'est ce que tu vis maintenant? As-tu le sentiment que tu es l'univers entier? Ou que l'univers est en toi d'ailleurs? C'est-à-dire que d'une part l'univers est en moi et que ce que je suis est infini. Dans la petite forme Claudette, qui est quand même une forme limitée, cette forme, elle est à l'intérieur d'une conscience dont je suis incapable
de voir les limites ou de voir jusqu'où elle peut s'expandre. Donc, cette conscience infinie, elle est toujours présente, mais elle est autant présente, comme là, mes yeux sont fermés, c'est la sensation que j'ai, mais si je mets ma conscience sur une seule cellule de mon corps ou sur un pore de peau, je vois aussi cette conscience infinie partout à l'intérieur de toute chose existante. Et ce vide, plus on en parle et plus on le contacte, j'ai comme le sentiment que plus il s'épaissit, plus il se densifie. Alors, l'infini, c'est l'infini, ça ne peut pas être plus grand, mais vraiment, il y a le sentiment que c'est beaucoup plus dense. Est-ce que tu aurais un exercice à nous proposer pour essayer de lever un petit peu le voile pour nous sur cette présence infinie absolue? Ah oui, avec plaisir, avec plaisir. Alors, on se ferme les yeux, on ferme les paupières et on tourne son regard vers l'intérieur, un peu comme on le fait le soir avant de dormir, d'une façon très naturelle, sans forcer. C'est un geste vraiment naturel de tourner son regard vers l'intérieur. Et soudain apparaît un espace qui est totalement vide, infini. Certains vont voir davantage le silence. Certaines personnes ont l'impression que leur corps physique limite cet espace. Ce n'est qu'une croyance, simplement lâchez cette croyance que votre corps est la limite de votre conscience. Là maintenant, vous voyez cette conscience et vous la lâchez et vous entrez dans l'expérience d'être une pure conscience au-delà du corps. Une conscience qui embrasse tout, est au-delà de tout et qui pénètre tout. Elle est en tout. Elle est en vous et au-delà de vous. Le sentiment le plus fréquent est celui qu'il n'y a rien, ou un sentiment de vide, mais quand même d'un vide plein, un vide sans manque. Il n'y a plus la possibilité de dire je suis ouverte, mais plutôt il y a ouverture. L'ouverture est là. Tout est ouverture. Ici et maintenant. Et au début, il est souvent utile de tourner son regard, donc comme si la pure conscience se situait davantage au niveau du troisième œil. C'est comme là que les gens peuvent prendre appui pour débuter, et on voit après que ce n'est pas au niveau du troisième œil, c'est partout. C'est partout dans le corps, c'est partout dans la maison, c'est partout sur la planète et dans tous les univers. Et pour amplifier ou faciliter cet exercice,
on peut se dire intérieurement ou à voix haute, je suis conscience éveillée. Et c'est intéressant, on va le redire, c'est intéressant de voir, pour certaines personnes, ça va vraiment les amener dans cet espace de la conscience. Et pour d'autres, il y a un petit processus à vivre. Et après avoir dit « je suis conscience éveillée », vous pouvez entendre votre mental riposter. Oh là là, pour qui tu te prends? Non, mais ça n'a pas de sens. Moi, je suis pas éveillée. Bon, tu vois, le mental qui va raconter ces histoires un peu habituelles. Alors, on va dire, je suis conscience éveillée, et puis s'il y a une réaction du mental, voire une réaction émotionnelle, on va juste rester témoin de cette réaction. Et dans cet égrégore que l'on forme ensemble, toi, moi et tous les auditeurs, cette croyance ou ces peurs, ces idées fixes vont tout simplement se dissoudre. Alors, je le redis, et chacun peut juste acquiescer à ce que je dis ou bien le redire pour lui-même. Je suis conscience éveillée. Comment ça se passe pour toi, Olivier? Je suis bien au calme. C'est intéressant. J'aime bien ta remarque et je vais l'utiliser parce que c'est une réponse que j'ai souvent et je trouve extrêmement important que les gens fassent la distinction entre calme, tranquillité ou paix, qui sont des expériences. Et regarde bien, est-ce que ce dont tu parles, c'est calme ou bien est-ce que tu es au-delà de l'expérience, vraiment en contact avec ce vide? Dis-moi. C'est difficile à dire, mais en tout cas, il y a un calme à la surface qui fait penser à une mer plate. Et en profondeur, je dirais que oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'immensité, mais lointaine peut-être, hein, étant donné qu'en plus, là, je m'occupe de la technique, c'est un petit peu compliqué d'être complètement dans la méditation. Mais ceci étant, oui, il y a une perception à distance, au loin, de quelque chose d'assez immense, quelque chose de plus vaste. Alors, je me connecte sur toi pour amplifier l'expérience d'ici la fin de l'émission. Et même si tu es occupé, je vais travailler en sourdine pour amplifier cette expérience, si tu le veux bien. Avec grand plaisir. Oui. Oui. Et quand j'adore faire ça, moi, si tu savais le bonheur que j'ai à faire ça avec toutes les personnes que je rencontre qui sont disponibles et qui sont en recherche de cette vérité, parce que être capable de contacter cet espace, d'abord parfois juste pour se reposer quand le mental a bien travaillé, voire même quand le corps physique est fatigué, quand nous sommes un peu surchargés d'émotions, d'être capable de contacter cet espace et de vraiment tout déposer. C'est vraiment comme se jeter à la mer et faire la planche sur le dos et complètement se déposer, complètement se relâcher, sachant qu'il y a une densité dans l'eau qui nous retient. Alors, on le contacte et dans un premier temps, c'est pour se reposer. Et ensuite, dans le cadre de cette recherche spirituelle, de voir que ce vide plein qui est au cœur de tout, c'est je suis, c'est ce que nous sommes véritablement. C'est pas quelque chose que nous avons, c'est quelque chose que nous sommes.
profondément, chacun de nous, que ce soit vu ou pas. Donc, j'adore accompagner les gens. J'ai mis sur ma chaîne YouTube quelques méditations guidées comme ça pour accompagner les gens, pour vraiment aller toucher cet espace. Et c'est vrai que de le faire en groupe, comme là ce soir on est nombreux et je me sens vraiment très connectée avec tous les auditeurs et vous pouvez bénéficier de cet égrégore de groupe pour toucher cet espace d'une façon particulière ce soir et vraiment je me réjouis que plusieurs personnes contactent cet espace de qui ils sont, même s'il n'y a pas cette réalisation de qui je suis, de le contacter de plus en plus souvent peut aider. En fait, on ne sait pas comment. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles pour accompagner les gens vers l'éveil, mais j'aime bien les bouddhistes qui disent si on ne peut pas provoquer l'éveil, on peut au moins amener quelqu'un à un carrefour où l'accident peut se produire. Et je souhaite tous vous amener au carrefour de l'Arc de Triomphe. L'accident se produire. Merci pour cette expérience. C'est un petit peu difficile pour moi de reprendre le processus des questions qui paraissent un petit peu intellectuelles face à l'expérience. Mais on va continuer quand même. Peut-être quelque chose que tu abordes dans un autre ouvrage qui est Voyage au cœur de soi. Tu parles du processus d'évolution que traverse l'être humain et donc ça va élargir le spectre de ce que l'on a commencé à voir depuis le début, tout en permettant peut-être de rentrer plus en détail dans le processus de réalisation. Donc tu décris 3 stades qui sont donc d'abord la conscience collective primitive, qui j'imagine correspond à la conscience de l'homme préhistorique qui a conscience de sa tribu mais pas forcément de ses besoins personnels. Puis le deuxième stade dans lequel nous sommes actuellement, c'est le stade de la conscience individuelle. Et le troisième stade, qui est le stade ultime, même si tu insistes bien sur le fait qu'il y a toujours une progression et que la réalisation n'est en rien une fin, mais en tout cas, c'est là ce que tu appelles la conscience totale. Et dans cette conscience totale, je crois que tu décris même 4 stades. Donc est-ce que tu veux peut-être expliquer davantage ce processus évolutif et peut-être aussi insister sur les 4 stades de la conscience totale? On peut même voir sur la planète actuellement des gens qui sont, je dirais, des gens, voire des pays ou des continents où la conscience n'a pas encore beaucoup évolué. J'aime bien faire ces parallèles entre le macro et le micro. Alors c'est vrai qu'on peut dire ça peut-être de certains pays qui ont peut-être moins évolué que d'autres, mais en même temps, si on ramène ça à soi, on peut dire que bon, une personne peut avoir fait un certain chemin de conscience et voir qu'il y a une partie de son corps qui, elle, est comme plus en guerre ou plus séparée du reste. Par exemple, une personne qui a des problèmes, je ne sais pas, au foie, au pancréas ou avec quelques parties que ce soit de son corps, c'est comme si notre corps humain, c'est un peu comme la planète avec des parties de son corps qui sont plus libres, plus lumineux que d'autres. Donc, on peut voir en micro et en macro qu'on est individuellement en évolution et planétairement, bien sûr, on est aussi en évolution. Voilà. Et après, on a besoin de faire... on a besoin. C'est pas qu'on a besoin, mais ça se fait comme ça. L'évolution de l'individu, voire de l'humanité, passe par être plus conscient, justement, de ses besoins, de ses désirs individuels. C'est comme si il y a plus de conscience sur un
plus petit territoire. Et ça, c'est de cette façon-là que la conscience évolue. Alors, on a tout cet égoïsme, cette conscience plus égoïste qui existe depuis, en fait, peut-être quelques centaines d'années, depuis l'âge médiéval où l'homme a commencé à prendre soin de lui. Et j'aime bien voir l'ego comme un stade d'évolution nécessaire. C'est pas une erreur, c'est pas quelque chose à abattre, c'est vraiment une nécessité dans notre évolution d'avoir tourné son regard sur ses propres petits besoins. Alors bien sûr, on a bien exagéré sur notre individualité, moi, les autres, et bon, dans d'autres vies, bien sûr, je fais partie des personnes qui est consciente que notre âme, en fait, a vécu dans d'autres vies et que maintenant, il y a, d'une façon totalement évidente, une conscience qui s'éveille et moi, si je regarde depuis, je sais pas, 10-12 ans que je partage, je vois que maintenant, on fait dans les stages souvent en une matinée ce qu'on faisait en 3 jours avant. Le travail se fait beaucoup plus rapidement, les prises de conscience bougent, les gens s'aident les uns les autres, c'est absolument extraordinaire de voir ça. Donc, on voit que la conscience bouge très rapidement et le bonheur que j'ai à travailler avec notamment des jeunes qui sont parfois dans la vingtaine ou dans la trentaine et qui, bon, parfois me contactent soit par Skype ou dans les stages et ils n'ont pas comme nous, les baby boomers, cette recherche d'éveil. Ils n'en ont pas entendu parler. Ce n'est pas quelque chose qui est trop important pour eux. Et simplement, ils ont vécu le basculement. Et ils trouvent qu'ils fonctionnent différemment d'avant. Ils vont sur Internet, ils écoutent des trucs sur YouTube et puis ils m'appellent et ils me disent, écoute, je fonctionne plus comme avant, j'ai de la difficulté à parler avec mes amis parce que on vit plus les mêmes choses. Et ils ne parlent plus d'éveil, ils ne courent plus après l'éveil et Dieu sait si dans les baby boomers, on est nombreux à s'être vivement intéressés à ça. Tout simplement, la transformation se fait et on me demande un petit coup de main pour être capable de vivre ça avec plus de maturité. Et c'est tout à fait normal et je suis contente que les jeunes trentenaires vivent l'éveil de cette manière. Oui, c'est une évolution, ça bouge et ils sont heureux de ça, mais ils ont juste besoin d'être accompagnés dans leur évolution parce que ils ne savent plus trop bien comment ça fonctionne. Alors, c'est extraordinaire de voir comment c'est naturel tout ça et que nous, on a quand même été des pionniers. Ça a été difficile, bon, pour notre génération, mais toutes les générations antérieures également. Et pour les jeunes et même pour les gens maintenant qui recherchent l'éveil, moi je vois que je ne sais pas comment je pourrais le dire, mais comment je vais exprimer ça? Je vais dire qu'il y en a 2, 3, 5 fois plus maintenant que quand j'ai commencé. Ce qui veut dire que l'espace, la conscience collective dans laquelle on évolue est prête à recevoir ça, prête à intégrer ça. Je vois très souvent, on reçoit des nouvelles énergies sur Terre régulièrement, je dirais presque toutes les semaines depuis certainement 2012. Donc, le taux vibratoire a beaucoup augmenté et
j'aime savoir que les jeunes ne cherchent plus l'éveil, mais qu'ils simplement, ça leur arrive et ils ont besoin de quelques ajustements, notamment les enfants indigos qui sont beaucoup plus prêts que les générations antérieures à vivre ça. Donc, ça veut dire que ça bouge sur la planète et qu'on est vraiment en train de passer au 3e niveau, qui est ce que j'appelle la conscience totale ou la conscience divine, qui fait qu'on se rend compte dans cette conscience divine que tout, absolument tout, est Dieu. Parfois, j'utilise ce mot Dieu que j'aime profondément, qui est très cher à mon cœur. On pourrait dire la même chose en disant que tout est pure conscience, il n'y a que la conscience. Et je me rappelle de moments où, précisément, cette conscience que je suis, elle était d'une telle densité qu'il m'était même, bon, j'ai passé plusieurs journées en méditation, parce que ça s'imposait, ce n'était pas une décision de ma part, mais je devais rester en méditation, les yeux fermés, et dès que j'ouvrais les yeux, j'avais comme l'impression d'entrer dans un écran de cinéma et de voir que ce jeu de la conscience, qui est une projection d'elle-même, et c'est ce qui crée l'univers dans lequel on vit. La chose qu'on appelle Claudette, elle est partie prenante aussi de ce jeu. Et c'est intéressant de voir que il est nécessaire d'oublier un peu qui je suis pour vraiment s'investir dans cette vie, même s'il n'y a pas d'enjeu, même si à un niveau, je peux dire, tout est illusion, mais je dis bien à un niveau. Cela a été vu. Par ailleurs, quand je vois mes semblables souffrir, quand je vois parfois l'état de la planète qui me désole aussi, et que le cœur s'ouvre à cette souffrance, je ne peux pas dire à ce moment-là que tout est illusion. Je me dois, c'est pas que je me dois, c'est que la conscience descend profondément dans la matière pour apporter un soulagement justement à cette souffrance qui est vécue par les semblables. Tout ça pour dire que on vit différents niveaux de conscience. Et en fonction des situations, je ne me retrouve pas toujours au même niveau de conscience, mais j'en parle dans, je crois que c'est le dernier livre, de justement de bouger entre ces étages de conscience. Je parle que nous sommes comme un édifice à 20 étages et que d'acquérir cette mobilité pour bouger sur les niveaux de conscience et de voir que si je dois prendre soin, comme demain, j'ai l'immense chance de garder mon petit-fils qui a 7 mois, et bien là, je vais être très présente à lui dans l'ouverture, mais en même temps en train de faire des actes très pratiques et en même temps le cœur ouvert. Donc, bon, avec lui, il y a quelque chose de particulier qui se présente avec une personne qui est en souffrance. Et je vois comme la conscience qui bouge et qui s'adapte en fonction des besoins, en fonction de mes disponibilités. Et plus la conscience s'ouvre, plus elle est capable de bouger. Et là, mes mains, vous ne les voyez pas, mais font le geste du lemniscate, le symbole de l'infini. Alors la conscience, elle intègre la matière, elle vient la nourrir et l'illuminer et elle ressort. Il y a vraiment ce grand jeu de la conscience et de la matière qui est là en permanence, qui est le miracle de ce que nous vivons au quotidien.
Avant de continuer sur l'évolution de la conscience individuelle et de la conscience collective, est-ce que tu peux juste préciser, tu as commencé à parler de ces perceptions que tu as dit que tu avais conscience de tes vies antérieures, tu as parlé des enfants indigos, tu as parlé des énergies que tu sentais venir sur Terre, dans ton livre aussi c'est très présent. Est-ce que tu peux préciser la nature de ces perceptions? Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens? Comment ça se manifeste? Alors, je dois dire que mes perceptions se sont bien développées après l'éveil et c'est assez courant. Et je dirais pas forcément les premières années et j'aime bien, je sais plus trop qui disait bienheureux les éveillés sans pouvoir, et c'est vrai que dans les premières années après l'éveil, ne pas avoir de ces perceptions ou ces dons qui nous permettent de faire bien sûr un certain travail, c'est bien de ne pas les avoir jusqu'à ce que je dirais le travail sous l'ego soit plus avancé. Alors je dirais quelques années après l'éveil, mes perceptions se sont développées, mais j'ai pu faire des liens avec des perceptions que j'avais quand j'étais bébé. Je me rappelle j'ai retrouvé des perceptions quand j'étais dans mon berceau. J'avais peut-être quelques semaines ou plus, quelques mois. J'ai retrouvé une vision où je voyais mes parents, la tête un peu penchée pour regarder le petit bébé que j'étais et d'avoir vu leur mental et d'avoir été terrifiée de voir comment c'était le mental d'un être humain. Et juste ce sentiment de terreur. Donc voilà, très très jeune, j'avais déjà des perceptions et je sais avoir rapidement compris qu'il valait mieux ne pas parler de mes perceptions à mes parents parce que ils avaient, eux, bien sûr, sans doute déjà eu des perceptions, mais ils avaient déjà tout refermé ça. Alors, j'ai fait comme font la plupart des enfants, soit vers l'âge de 6 ans, parfois c'est l'âge de 10 ou 12 ans que la plupart des jeunes ferment toutes les perceptions pour vraiment s'intéresser uniquement au monde des formes. Et puis, chez plusieurs, ça se réouvre un petit peu plus tard. Alors moi, c'est après l'éveil, donc à peu près une dizaine d'années, que les perceptions commençaient à se réouvrir, mais aussi parce que c'est un outil de travail. Quand je travaille avec les gens, j'ai besoin de savoir où ils en sont dans leur conscience, dans ce qu'ils vivent, de les accompagner, de poser les mots justes sur ce qu'ils vivent. Et ça, c'est extrêmement aidant pour éclairer une souffrance, de mettre les mots justes. Donc, je dirais un petit peu, je vois, mais je ne suis pas particulièrement clairvoyante, mais plus clairaudiente, donc j'entends et je sens. Donc, en mettant ma conscience sur quelqu'un, je peux avoir des ressentis et les mots viennent à ma bouche pour être capable d'exprimer ce qui est ressenti et transmuter ce qui est vu, ce qui est ressenti. Alors revenons à l'évolution individuelle et de l'humanité. Tu en parles dans tes livres, d'ailleurs tu clôt Créer sa vie sur ce changement, ce basculement que vit l'humanité. Tu as parlé tout à l'heure du changement au niveau des générations, avec des générations d'indigo qui sont plus présentes d'après tes perceptions. Est-ce que tu peux décrire ce grand bouleversement que vit l'humanité ? Et en particulier, tu parles aussi de l'homme nouveau vers lequel nous allons. Est-ce que tu peux décrire tout ça, ce que tu sens, et puis peut-être aussi parler de ces perceptions que tu as, de ces énergies dont tu parlais tout à l'heure, qui de semaine en semaine sont de plus en plus présentes? Ouais, oui. Tu sais, j'ai commencé à partager, je crois, en 2007, et je me rappelle très bien du stage en 2012 où j'étais en Rhône-Alpes, et c'était un stage de novembre, et c'était un grand stage. Il y a eu vraiment de grandes mutations, même de grandes catharsis. Et j'ai compris à ce stage-là que
le travail que nous faisions, nous étions peut-être une trentaine de personnes, ce travail était directement connecté à l'humanité. Alors, il se passait des choses très fortes dans la salle et dans la salle de stage, et je sentais comme des énergies très fortes partir et se répandre partout sur la planète. Donc, ce n'est pas toujours le cas à tous les stages, mais depuis 2012 jusqu'à tout récemment, parfois, je sais parce que, je ne sais pas, c'est comme si je capte l'information que ce que nous sommes en train de faire, par exemple, le groupe sert un peu de catalyseur pour attirer des énergies. Alors, je dirais, je suis un peu comme au centre du cercle. Il peut y avoir 30 ou 40 personnes qui sont autour de moi, qui servent à attirer des énergies, et ces énergies passent à travers les personnes qui sont présentes et puis se répandent partout sur la planète. Je sais pertinemment qu'il y a un grand nombre de groupes sur la planète qui font exactement le même travail que nous très fréquemment, et que nous sommes nombreux depuis 2012 à attirer, je dirais, des vibrations de plus en plus élevées pour justement faire bouger la conscience au niveau planétaire. Alors, ce n'est pas, je suis consciente que ce n'est pas à tous les stages que ça se présente, mais très régulièrement, très certainement, un stage sur deux où ça se présente. Voilà. Alors, j'ai conscience que, comment dire, le taux vibratoire monte, et même pour certaines personnes, c'est physiquement et énergétiquement un petit peu difficile à supporter les premiers temps. Je dirais souvent les premières heures ou les premières journées, c'est un petit peu plus difficile, mais après l'organisme s'habitue et c'est beaucoup plus facile après. Si je veux donner un exemple plus précis, je pense que ça peut intéresser quelques personnes. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans, je donnais un stage à La Ciotat, dans le sud de la France, et le dimanche matin, comme on le fait très souvent en début de stage, on fait une méditation, et puis à peu près après 30 ou 40 minutes de méditation, j'ai le sentiment que la méditation est terminée, donc je sonne mes petites clochettes pour annoncer la fin de la méditation, et dès que j'ai sonné les clochettes, je ne peux pas parler. Ma bouche est close, et là c'est comme quelque chose s'enfonce ou m'enfonce plutôt dans mon siège. Je suis en position de lotus et je ne peux pas bouger. Je peux à peine remuer les lèvres pour dire aux participants, la méditation continue. Et là, je sens une énergie extrêmement, extrêmement puissante qui descend en moi. Et je dois dire, faire une parenthèse, dire que depuis, ou plutôt quelques mois avant ce moment à La Ciotat, j'ai eu le sentiment, j'ai eu un peu l'élan d'aller en Inde. Moi, je ne suis jamais allée en Inde. Et pourtant, j'ai un contact très, très proche avec plusieurs maîtres indiens. Et là, pour la première fois, j'ai l'idée d'aller en Inde. Quelqu'un me propose d'organiser un voyage avec un groupe. Donc, on fait un petit peu avancer le projet. Et bon, il se produit différentes choses, mais c'est pas encore tout à fait évident. Je dois inviter un maître indien chez moi. Finalement, ça ne se fait pas. Bon, bref, ça avance, mais c'est un petit peu ardu. Alors, je reviens à ce stage, deuxième partie de la méditation, une énergie très, 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 très forte descend en moi. Je ne peux plus bouger. Et là, bien sûr, je demande ou je regarde qu'est-ce que c'est que cette énergie qui descend en moi? On me dit c'est l'énergie d'amour et de sagesse des maîtres indiens. Et là, pendant
1 heure, 1h15, je n'ai pas pu bouger. Tous les participants ont évidemment ressenti la même chose que moi, mais bon, chacun a des perceptions différentes. Comment dire, il y avait des variantes, mais on a bien senti à ce moment que, bon, tous les maîtres indiens que j'aime, Ananda Mahi, Ramana Maharshi, Sri Tatata, bon, Sai Baba était là, ils nous ont fait des soins et on a vraiment senti la présence de ces maîtres pendant plus d'1 heure qui ont fait un travail absolument immense sur le groupe, qui ont vraiment travaillé sur nous et après on a senti vraiment cette énergie qui était descendue sur nous se répandre partout sur la planète. Et ça a été un moment extrêmement riche et extrêmement puissant également. Alors, je dirais des énergies comme celle-là, nous en recevons très régulièrement. Et quel parallèle fais-tu justement avec l'évolution globale? C'est vrai que quand on regarde ce qui se passe dans les médias, on ne voit que de la négativité. Tu nous parles de plus en plus d'énergie. Est-ce que justement cette présence de plus en plus forte peut-être incite la négativité à sortir, à se montrer pour être peut-être traitée, pour être dépassée? Et quel est donc ce processus, ce grand basculement que traverse l'être humain? Et donc quel est aussi cet homme nouveau dont tu parles? Alors oui, justement, et on peut voir que plus la conscience augmente, eh ben, elle augmente en prenant la place de l'inconscience. Donc, ça remue beaucoup de choses qui sont dans l'inconscient. Donc, forcément, l'éveil de la conscience amène des perturbations. Et bien sûr, si on se fie aux médias pour voir comment ça va, évidemment, ces gens-là gagnent leur vie à faire des codes d'écoute et font des codes d'écoute en disant ce qui ne va pas bien. Donc, ce n'est pas vraiment, comment dire, un bon repère pour savoir comment ça va sur la planète. Nous avons d'autres indices et notamment, je vais faire une petite parenthèse pour parler d'un livre absolument magnifique qui s'appelle Pouvoir contre force, qui est écrit par le docteur David Hawkins, un Américain. Tu connais ce livre, Olivier? Non. Ah, magnifique, c'est vraiment une perle. Cet être, bon, qui est un grand psychiatre, mais surtout quelqu'un qui a connu 3 éveils. Bon, le dernier a été permanent à l'âge de 38 ans, qui est un être, je dirais, translucide. Et il a surtout mis en place une carte de la conscience qu'il a modulé de 0 à 1000. Et bon, il a mesuré les niveaux de conscience par la kinésiologie, qui est reconnue comme étant une science exacte enseignée à l'université aux États-Unis. Donc, pour les gens qui ont un esprit scientifique et qui veulent avoir quelque chose de plus carré, de plus cerveau gauche pour avancer sur ce territoire, ben voilà, toutes les preuves, toutes les informations y sont. Par contre, c'est aussi très cerveau droit parce que c'est un éveillé et que sa conscience et son cœur sont absolument immenses. Et donc, il a gradué de 0 à 1000 l'échelle de la conscience possible sur la planète Terre. Et il disait notamment que avant les années 80, la conscience, bon, selon ses mesures, était autour de 180. Et puis, autour de 180, mais pendant quelques siècles, pendant plusieurs siècles, et que pendant quelques décennies, cette conscience, elle est passée de 180 à 207. Et 200 étant un point critique, on peut vraiment voir que quelque chose a basculé dans les dernières décennies. Et si on pouvait les mesurer, moi je n'ai pas développé l'aptitude à faire ces mesures, mais je sais par mon ressenti que si nous étions à 207 au début des années 2000,
2000 que nous avons encore bien augmenté la conscience. Donc, c'est un moyen de la mesurer, il y en a d'autres, mais je sais que, je dirais, d'année en année, cette conscience ne cesse d'augmenter, mais en même temps qu'elle crée beaucoup de perturbations et, comment dire, si des personnes s'intéressent, on est peut-être 15% de la population terrestre à vraiment être sur un chemin d'éveil. Plus ce nombre va augmenter et plus, je dirais, la conscience de ce 15% va augmenter également, plus ça va entraîner un nombre croissant et faire en sorte que même ceux qui ne veulent pas consciemment être sur un chemin de conscience vont s'y retrouver ou en tout cas vont devoir changer spontanément leurs habitudes. Donc, c'est quelque chose qui est pour moi inévitable. Dans ce livre, on parle entre autres d'un être comme Gandhi, qui le calibre à 700, qui est quand même venu à bout de la Grande-Bretagne, qui avait une stratégie plus de manipulation, de mainmise, qui est une stratégie qui est calibrée à 175, mais un être qui est vraiment dans le pouvoir, lui, c'est le sens qu'il donne au pouvoir, c'est le pouvoir de l'amour et de la conscience qui est à 700, qui est venu à bout de stratégie de mainmise qui était à 175. Donc, plus des gens vont être dans la conscience et dans l'amour, inévitablement, ça va faire l'effet d'un raz-de-marée et entraîner les gens qui ont moins de conscience vers plus de conscience. Voilà. Alors, j'aime bien qu'il donne des chiffres très précis sur, bon, par exemple, le calibrage de certains enseignants, de certains enseignements, et pour nous faire comprendre que nous sommes dans un chemin d'évolution où inévitablement la conscience va venir à bout de l'inconscient. Peux-tu rappeler le nom du médecin et de son ouvrage? Oui, alors le titre de l'ouvrage, c'est Pouvoir contre force. Et l'auteur est le docteur David Hawkins, H-A-W-K-I-N-S. Et donc cet homme nouveau vers lequel nous allons, qu'est-ce que c'est que cet homme nouveau? Ouais. Alors cet homme nouveau, je le vois vraiment comme quelqu'un qui a vraiment unifié le yin et le yang. Alors quand je dis unifié, on parle de quoi? C'est que très souvent on se rend compte que certaines personnes ont un yin et un yang très déséquilibré. Alors soit c'est le yang très très fort avec un yin qui est vraiment hypotrophié. Alors, il y a nécessité, dans un premier temps, de rééquilibrer le yin qui fait référence, bien sûr, à l'ouverture, à la vision holistique, à prendre soin, à l'intuition qui est extrêmement important, alors que le yang fait davantage référence à tout ce qui est rationnel, qui est compartimenté, qui fait partie des processus, et qui est aussi le yang qui est ce qui met dans l'action, alors que le yin est beaucoup plus dans la réception ou dans la passivité. Alors, il est nécessaire que individuellement, nous commencions par réparer le yang pour qu'il soit une autorité, mais une autorité juste, une autorité mariée à la bienveillance et au côté féminin. Donc, on doit d'abord les réparer, les rééquilibrer pour qu'ensuite ils puissent se marier. Alors, il y a tout un travail à faire sur le yin et le yang. Ensuite, il y a l'union du ciel et de la terre qui est aussi important. Nous, en Occident, nous sommes très ciel. Alors, tout le monde veut ouvrir son ciel, veut plus de lumière, mais en tentant
de faire l'économie de descendre dans sa terre, c'est-à-dire dans son humanité, dans ses difficultés, dans ses propres mémoires. Alors, il y a tout un travail à faire pour réajuster justement l'ouverture du ciel et de la terre et de les faire se rencontrer au niveau du cœur. Et quand ces 4 paramètres sont ajustés, il y a forcément beaucoup plus de liberté intérieure et il y a quelque chose de tout à fait normal, de quelque chose de naturel, qui est la personne perd non pas son individualité, mais cette impression d'être séparé du reste, commence à vivre l'unité. Et l'homme nouveau est justement celui qui vit en harmonie yin-yang, ciel-terre, dans l'ouverture, dans l'instant présent, qui est en même temps connecté à sa vérité profonde, impersonnelle, qui est l'être, mais aussi à sa vérité profonde, personnelle, c'est-à-dire à l'individualité de son âme. Et là, je pourrais en profiter pour, quand on parle de l'homme nouveau, c'est quelqu'un qui vit non plus à partir de son ego et dans la séparation, mais qui vit à partir de son âme, et son âme vit dans l'unité, connectée au soi. Et quand je suis connectée à mon âme, contrairement, et là tu vois, j'ai plein de joie, c'est une énergie qui est totalement différente de celle à laquelle on s'est relié tout à l'heure quand on était dans le soi ou dans le vide, dans l'immensité. Il n'y a rien, donc ce qu'on y trouve, c'est un sentiment de paix, voire de bien-être ou de calme, mais fondamentalement, c'est complètement vide. Et là, tu vois, j'y vais en parlant et hop, je me connecte à mon âme et là, immédiatement, je sens en moi de la joie, c'est pétillant, ça génère une ouverture du cœur encore plus grande parce que actuellement, je suis en train de faire ce pourquoi mon âme s'est incarnée, c'est-à-dire partager. Et toutes les personnes qui vivent l'éveil ne sont pas appelées à partager. Je dirais même que c'est une minorité qui partage. Et quand moi, quelques mois après l'éveil, je me rappelle très bien de vendredi matin de mai, est arrivé en moi comme en lettres qui faisaient peut-être 1 mètre de hauteur, et ça dit « partager la grâce de l'éveil ». Et j'ai su que c'était ce que j'avais à faire. J'ai su que je ferais dans la francophonie ce que Gangaji fait plutôt du côté anglophone. Et puis j'ai demandé, oui, ben, c'était merveilleux. D'abord, je suis restée avec cette information extrêmement précieuse, lumineuse et en même temps dorée, qui était que j'avais à partager cette grâce de l'éveil. Et concrètement, comment je vais faire? Et les 3 mots qui me sont arrivés, c'est de témoigner, de partager et d'accompagner individuellement chaque personne sur son chemin. Et là, j'avais 3 verbes concrets pour vraiment vivre de façon très incarnée, une façon de partager la grâce de l'éveil. Je sais très bien que j'ai reçu cette grâce, qui m'a été transmise grâce à la présence de Gangaji, et j'ai appris un jour par quelqu'un que j'ai rencontré à Paris, qui est vraiment très 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 chouette. Je vais faire une petite parenthèse en disant, moi, je croyais que tous les éveillés faisaient, entre guillemets, et là, je fais des grands guillemets, des éveillés. Que c'était
que c'était fait pour ça, que c'était évident. Et j'ai compris que cette personne-là, qui en avait rencontré sans doute à peu près 200 à Paris, me faisait part que non, beaucoup d'éveillés partagent leur vécu, font de la méditation, mais je sais pas, c'est comme si c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Il semble que moi, j'ai reçu ça pour faire descendre cette grâce de l'éveil quand c'est le moment. Évidemment, ce n'est pas moi qui le décide, mais il y a quelque chose en moi qui fait que cette grâce peut advenir au moment où la personne est prête. Je dirais ça. Et voilà, je me suis un petit peu perdue. Je reviens avec ça. Attends, j'ai plus. Ah oui, donc je parlais de mon âme et de son élan pour partager la grâce de l'éveil, puis je dirais pour partager la conscience, pour ouvrir les cœurs. Et dès l'instant que nous faisons quelque chose qui met notre cœur en joie, c'est que nous sommes connectés à notre âme. Et on peut être éveillé, être vraiment dans la joie, d'être médecin, d'être comptable, d'être secrétaire, de chanter. Il y a des gens qui chantent, d'avoir un travail artistique, c'est absolument magnifique. Donc cette connexion à notre âme, c'est elle qui vient vraiment nous faire vivre la joie au cœur. Et justement, la joie est l'étalon de mesure qui nous fait dire que nous sommes connectés à notre âme et en train de vivre le sens de notre incarnation. Alors, connecté à notre âme et connecté au soi, c'est deux énergies qui sont tout à fait différentes. Alors, je te propose qu'on revienne un petit peu, après avoir exploré l'évolution collective, à la dimension de la création de sa vie. Donc, je rappelle ton ouvrage, qui est le fil conducteur de cette émission, Créer sa vie aux éditions Acarias. Dans ce livre, tu parles du pouvoir créateur. Qu'est-ce que tu entends par là ? C'est que nous sommes de grands créateurs. Très souvent, nous ignorons que nous créons notre vie parce que nous sommes tout simplement inconscients. Et comme nous la créons à partir de nos mémoires, de ce qu'on nous a appris et de beaucoup de conditionnements, le résultat est que nous créons une vie qui n'est pas forcément celle que nous avons envie de vivre. Dès l'instant où on commence à se déconditionner, à effacer des mémoires, à transformer notre vie intérieure, à enlever des limitations, et à se connecter à l'essentiel, et ça c'est hyper important, d'être connecté à l'essentiel que j'ai nommé l'âme tout à l'heure, on peut commencer à créer la vie que nous avons vraiment envie de vivre, c'est-à-dire une vie qui nous remplit de joie et de plénitude et d'un sentiment d'accomplissement à tous les instants. Donc, de commencer à prendre conscience que nous sommes le créateur de notre vie est extrêmement important, et ne pas le reconnaître et croire que c'est quelque chose que les autres font, que Dieu fait, que je suis comme mes parents ou que je n'ai aucun pouvoir, c'est vraiment se déposséder de quelque chose d'extrêmement précieux et d'extrêmement riche à développer sur son chemin spirituel. Alors, rentrons un petit peu dans l'action de ce pouvoir créateur. Tu parles dans cet ouvrage du processus de création, et donc tu dis que ce processus créatif se fait en 7 étapes. Pourrais-tu expliquer ?
Ah oui, ça c'est un processus que j'ai mis en place pour, je dirais, c'est pas quelque chose qui serait utile par exemple pour créer sa vie, mais pour comme mettre en place un projet. Je ne me rappelle absolument pas de ce que j'ai écrit à propos de ça, mais je peux sortir le document si tu souhaites qu'on le regarde. Parce que je n'ai d'abord aucune idée de ce que j'ai écrit. Mais c'est bien quand tu me rappelles certains passages, je me dis, bah tiens, c'est chouette d'avoir écrit ça. Page 227 de ton livre. Ouais, ok. Alors, voilà, je l'ai devant moi, merci. Est-ce que tu veux que je lise ou je te laisse trouver le temps? Allez, je lis les 7 étapes du processus de création. Parfait. La première, présence au soi et à soi, désencombrement de l'espace intérieur. Deuxième étape, clarifier son intention. Troisième étape, ressentir que l'intention est déjà réalisée. Quatrième étape, préparer un plan d'action. Cinquième étape, réaliser le plan. Sixième étape, observer les résultats et ajuster le plan. Septième étape, célébrer la victoire. Bien. Alors peut-être tu voudrais que je commente un petit peu cette étape? Tout à fait. Okay. Comment est-ce qu'on peut utiliser nous-mêmes les auditeurs? Et puis d'ailleurs, je voudrais bien qu'on fasse un petit exercice après, si tu peux trouver un exercice qui soit peut-être lié à ce processus créatif. Aider peut-être nos auditeurs, auditrices à utiliser ce processus en 7 étapes pour eux-mêmes peut-être créer quelque chose dans leur vie, un projet notamment. OK. Alors, on va partir de l'idée qu'on aimerait réaliser un projet qui nous remplisse de satisfaction et qui nous connecte vraiment à ce qu'il y a de plus profond, de plus beau et de lumineux en nous. Alors, on ne sait pas encore de quel projet il s'agit, mais on va commencer tout simplement à se préparer. Donc, on va refaire un petit peu ce que nous avons fait tout à l'heure, qui est la première étape, présence au soi, avec un S majuscule, c'est-à-dire juste je reviens dans l'espace du vide, du rien, de ce calme infini. Et ensuite, présence à soi, là c'est un petit soi. Là, je me connecte à moi. Et là, je demanderais aux auditeurs vraiment de se connecter à leur âme. Qu'importe que vous croyez que vous avez une âme ou pas, que vous sachiez ce que c'est ou pas, juste si vous avez l'intention d'être avec moi par la connexion des intentions, l'exercice va bien fonctionner et va être puissant. Donc, je me connecte à mon âme. Et là, on pourrait voir que chez certaines personnes, il y aurait peut-être quelques peurs à libérer, quelques limitations, mais là, pour le biais de l'exercice, on va dire que tout va bien, je suis connectée à mon âme, et là, l'étape 2, qui est clarifier son intention, on va se poser une très très belle question. Et moi, je vais vous la poser, cette question, pour que chaque auditeur se sente interpellé. Cette question, c'est « Dis-moi un désir de ton cœur ». Alors, sans chercher avec le mental, juste laissez venir la réponse. Alors, je vais poser la question 4 ou 5 fois parce que pour avoir vraiment un désir de son cœur, il faut se la poser à plusieurs reprises pour enlever les petits trucs là, sur le dessus là, qui seraient moins pertinents. Donc, je repose la question. Dis-moi un désir de ton cœur. Un désir de ton cœur. Une dernière fois.
Dis-moi un désir de ton cœur. Voilà. À partir d'ici, et pour que ce soit plus concret pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais me donner un exemple, Olivier? Un exemple de quoi? De projet? D'un désir de ton cœur que tu pourrais partager. Alors, un désir de mon cœur, waouh! Même si c'est factice, juste pour qu'on joue le jeu ensemble. Un désir de mon cœur, c'est d'élever la conscience humaine et de participer à l'élévation de la conscience humaine. Ok. C'est beau. Ok. Alors, on va passer à la troisième étape. Je t'invite à prendre le temps de ressentir que c'est déjà réalisé. Que la conscience humaine, elle est déjà en train de s'élever et elle est déjà bien plus haute que tout ce que nous pouvons imaginer. C'est fait. Tu peux ressentir ça? Oui. OK. Alors ça, c'était la troisième étape. La quatrième, on va préparer un petit plan d'action. Est-ce qu'il y aurait 2 ou 3 actions que tu pourrais mettre en place pour réaliser cette intention d'accompagner l'éveil de l'humanité? Déjà cette émission, hein? Oui, bien sûr. Et merci de le faire, c'est magnifique. Oui, puis il y en a d'autres dans les ouvrages que je traduis qui sont des beaux ouvrages de méditation. Et puis dans les ateliers que j'accompagne avec Andreas Mamet de méditation aussi très profond. Ça sont des actions pour l'élévation de la conscience individuelle et collective. OK. Alors, on pourrait passer à la 6e étape qui est observer les résultats et ajuster le plan. Donc, on peut voir que parmi les 2, 3, voire 4 actions énumérées, tu peux voir que certaines actions sont plus porteuses que d'autres ou que certaines actions pourraient être modifiées pour toucher plus de personnes. Donc, si c'est observation et ajustement du plan. Alors, bien sûr, on ne pourra pas le faire ensemble, mais j'imagine que tu as, pendant toutes ces années, je sais que ça fait plus de 20 ans que tu t'intéresses à cette question, tu pourrais nous donner un exemple d'ajustement que tu as dû faire de ton plan? Difficile de repartir dans le passé, là. OK, parfait. Alors, je suis connecté à mes sensations. Je suis connecté à mes sensations intérieures. Tu en sur ce point? Comment? Je n'ai pas parlé. Ah, je t'ai pas entendu, d'accord. OK. Donc, je disais, on passe le point 6, les gens pourront eux-mêmes ajuster le plan au fur et à mesure de sa réalisation. Et on arrive au 7e point qui est célébrer la victoire. Et ça, c'est extrêmement important de se donner des moments pour vraiment ressentir qu'on est en train de réaliser quelque chose d'important pour soi et de trouver un moyen de célébrer la victoire. Quel serait, tu peux nous citer peut-être 1 ou 2 moyens que tu aurais à ta disposition pour célébrer la victoire? Moyen, je ne sais pas, mais en tout cas, je ressens une grande joie dans mon cœur. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as vraiment le sentiment que ton intention à l'échelle planétaire est en train de se réaliser et simplement le fait de le voir et d'en parler, c'est déjà une manière de célébrer la victoire? Oui, tout à fait. OK.
Voilà. Alors, c'est important de se donner des temps pour réaliser qu'on est en train d'avancer dans nos intentions les plus profondes. J'ai réalisé au cours de ces dernières années que beaucoup d'actes de violence venaient du fait que tous les êtres humains ont des intentions d'amour. Et lorsqu'une personne se sent très, très, très éloignée de la réalisation de ses intentions d'amour, on peut parler d'unité, de paix, bon, d'harmonie, chacun va trouver le mot auquel il est sensible. Quand une personne s'en sent très éloignée, c'est là que la personne commence à poser des gestes qui sont tout à fait inconsidérés et devenir intégristes. Et c'est parce que des gens ont des intentions justement d'amour et d'unité et de paix qu'ils croient irréalisables, qu'ils commencent à tuer au nom de Dieu, qu'on devient des intégristes. C'est parce qu'on se sent trop loin de ça et qu'on utilise justement des moyens qui sont absolument démesurés. Et je ne travaille pas avec des intégristes, mais je travaille parfois avec des personnes qui sont très souffrantes. Et juste d'aider la personne à mettre sa conscience sur le fait que ses intentions les plus importantes sont en train de se réaliser, mais pas complètement. Tu vois, il faut savoir qu'on est en train de réussir ce qui est important pour nous, sinon ça nous amène à des actes vraiment de folie. Merci Claudette. Moi j'ai plus de questions pour l'instant. Hein. Tu veux pas t'en poser une? Oui. J'aimerais parler de deux éléments importants que j'ai réalisés au cours de l'écriture de ce livre. C'est extrêmement riche et précieux pour moi de le partager. La première, c'est quand j'ai réalisé que, en cet instant, je suis en train de créer ma vie et je suis en train de me créer. Et parce que j'ai vécu ce moment, ce soir, avec vous tous, demain, je serai différente. Et ceci fait référence au fait que quelque chose en chacun de nous est incréé et le demeurera éternellement. Mais il y a dans la forme Claudette quelque chose de créé qui appartient à la manifestation. Et là, je parle bien sûr de mon corps physique, de mon corps émotionnel qui bouge en permanence, du corps mental, corps causal, bouddhique, bon, et de tous les corps subtils. Je peux parler de mon âme et tous ces aspects qui font partie de la manifestation sont en évolution. Et forcément, tout ce que je vis en ce moment va avoir une influence demain sur tous les aspects de moi. Et donc, en même temps que demain, je vais créer ma vie, mais je vais la créer forcément en lien ou, je dirais, connecté à ce que j'ai vécu ce soir, aujourd'hui, hier, dans mon enfance et dans les vies antérieures. Donc, une partie de nous s'inscrit dans la continuité et une partie de nous s'inscrit dans la non-continuité. J'aime bien être capable de mettre la conscience sur ces deux aspects. Donc, je reviens et là, j'aime entraîner les auditeurs dans cette expérience que ici et maintenant, je suis en train de créer ma vie
et je la crée dans la joie parce que ce que je suis en train de faire est connecté aux aspirations profondes de mon âme. Et de savoir que si je crée ma vie, je me crée moi-même en tant qu'être en évolution. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que, bien sûr, comme chaque personne sur le chemin spirituel, notre définition de Dieu évolue et on peut, je dirais, souvent voir où en est une personne sur son chemin spirituel en lui demandant sa définition de Dieu. Et celle qui est la mienne aujourd'hui, qui est la dernière que j'ai depuis un certain nombre d'années, qui est Dieu et la totalité. Et bien sûr, je mets un T majuscule à totalité, c'est-à-dire qu'il est le non manifesté et toute la manifestation dans tous les univers. Et petite Claudette et petite personne qu'est chacun ce soir, nous sommes une infime partie de Dieu. Nous sommes Dieu se créant lui-même en cet instant. Alors, dès qu'on réduit notre regard sur notre personne, c'est déjà fabuleux de ressentir que à partir de cet espace-là, bien sûr, mes yeux sont fermés, je suis connectée à la source que je suis, cette source créatrice, et cette source créatrice est en train de créer cette petite chose qu'on appelle Claudette. Mais cette petite chose qu'on appelle Claudette, il y en a plus de 7 milliards sur la Terre, plus tous les êtres vivants que sont les animaux, les végétaux, les minéraux et tout le reste. Et il y a toutes les planètes, toutes les galaxies, tous les univers, c'est absolument immense. Il y a Dieu se créant en cet instant et à chaque instant. Et je fais partie de ce Dieu se créant et de réaliser que quelle que soit notre définition de Dieu, c'est un Dieu en création de lui-même à chaque instant. Donc, Dieu ne peut pas être quelque chose de fini. Pour moi, Dieu n'est pas uniquement le non manifesté, il est aussi toute la manifestation sur tous les plans de conscience, en développement ou en création de lui-même à chaque instant. J'aime le dire, c'est absolument fabuleux. Je ne sais pas comment ça peut résonner chez les auditeurs ou chez toi. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu entends quelque chose comme ça, Olivier? Moi, ça me fait penser à cette intelligence. Ce qui me sidère toujours, c'est de me dire que Dieu est la totalité, c'est-à-dire que Dieu est cette intelligence qui est en ce moment même capable de percevoir tout ce qui est en moi, tout ce qui est en toi, tout ce qui est derrière chaque individu qui nous écoute, tout ce qui est derrière chaque individu sur cette planète et au-delà de toutes ces planètes, qui est derrière tout ça, qui crée tout ça, qui est capable de créer des échanges, d'arriver à certaines intentions. Et je me dis, mais c'est complètement délirant. Moi-même, je ne connais qu'une partie, une infime partie de moi-même, alors que cette entité intelligente est capable et connaît tout de moi, connaît tout de chaque personne et est capable de créer sa toile, son tableau au quotidien. Je trouve ça absolument extraordinaire. Ouais. C'est l'émerveillement assuré à chaque moment où on met notre attention sur ça. C'est waouh, ça génère une densité, une ouverture encore plus grande. C'est fabuleux. Puis on peut juste en voir une petite partie et déjà ça, c'est époustouflant. Tu parles au chapitre 15 de ton livre d'une question qui est assez apparemment antagoniste avec cette question de créer sa vie. Donc tu poses la question suivante. Notre destin est-il déjà écrit? Quels éléments de réponse tu peux nous apporter?
Ouais. Alors, tu vois, pour moi, c'est important d'abord de voir que je veux faire une petite parenthèse pour dire que c'est important de voir que ce que nous sommes, nous, êtres humains, c'est d'abord le soi, l'être, le rien impersonnel, et une âme, et un être. Nous sommes aussi une conscience individuelle, nous sommes aussi, ou nous avons, mais j'aime mieux dire, nous sommes aussi un être aimant, le cœur, nous sommes un être agissant, ça c'est le boulot de l'ego d'agir, et nous sommes un être physique qui est le corps. Donc nous sommes l'assemblage de tout ça. L'âme, pour moi, est l'autorité suprême de l'incarnation. Donc, quand l'âme décide de s'incarner, par exemple sur Terre, parce qu'elle peut aller sur d'autres plans de conscience, à ce moment-là, on ne parle pas d'incarnation parce que incarner veut dire dans un corps, et sur d'autres plans de conscience, il n'y a pas forcément un corps physique comme celui que nous connaissons, pour avoir un petit peu voyagé au-delà, parce que ça m'amuse bien d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Ce que je sais, c'est que ailleurs, notre corps de lumière, qui est l'amalgame de notre conscience et de notre âme, sont visibles, alors que nous avons un habit de camouflage qui s'appelle le corps physique, et ce qui fait que ce que nous voyons, c'est la forme, alors que ce qui est important chez l'être humain, c'est son cœur et sa conscience, donc son âme et sa conscience. Donc, on est vraiment dans des conditions extrêmement difficiles parce que on montre des apparences alors que ce qui est important n'est pas visible. On cache nos pensées, on cache nos émotions et on cache notre lumière intérieure. Donc, nous vivons dans des conditions qui sont difficiles. Mais notre âme, elle décide de s'incarner sur Terre, mais elle connaît très bien je dirais, de faire des expériences sur d'autres plans de conscience où il n'y a pas ce corps physique. Alors, je reviens à la question qui est, est-ce que notre destin est déjà écrit? Je crois que quand l'âme décide de s'incarner sur Terre, donc elle vient dans ce petit corps de bébé durant la grossesse, elle vient pour expérimenter quelque chose en particulier. Elle a des intentions particulières, je dirais des intentions majeures et d'autres qui sont mineures. Alors, par exemple, des gens viennent pour expérimenter l'éveil, d'autres pour expérimenter le pouvoir, mais d'une manière plutôt sombre, pour expérimenter des relations familiales difficiles, mais qui vont, pour lesquelles ils vont faire des apprentissages. Bon, on vient pour quelque chose. Bon, ce qui fait qu'une partie de notre destin est écrite au même titre que quand on va en voyage. Si je dis je vais passer 2 mois en Chine, ben, j'ai quand même au moins quelques intentions en y allant. Je prépare mon voyage, mais bien sûr, je ne prépare pas tout le voyage, ce n'est pas possible. Ce qui fait que c'est comme si on a les grandes lignes de cette incarnation, mais on écrit vraiment toutes les lignes, tous les chapitres ici et maintenant. C'est à nous de construire autour des intentions que nous avons émises au moment de notre incarnation. Et parfois, ça fait un peu l'impression que, comment dire, il y a un mélange d'impression de continuité, donc de quelque chose qui est partiellement écrit et que j'écris dans la continuité, et en même temps de création qui surviennent, qui surgissent dans l'instant, ce qui fait que
vie est constituée de, comment dire, de ces élans comme de ces bulles qui viennent de l'intérieur, mais qui sont absolument imprévisibles. Et la création de sa vie vient aussi de quelque chose qui s'inscrit davantage dans la continuité. Plus notre attention se porte sur la forme, sur la temporalité, comment dire, c'est plutôt, je dirais, plus on s'inscrit, je vais le dire autrement, voilà. Plus notre attention se porte sur le rien, plus on est sujet à créer sa vie de façon spontanée et imprévisible. Alors que les personnes qui sont plus dans la continuité, voire qui sont plus dans le mental, ont plus tendance à améliorer quelque chose qui est dans la continuité, mais qui est moins, je vois comme des bulles, comme des bulles qui montent, qui viennent un petit peu perforer la continuité pour l'aérer et lui donner une direction qui est tout à fait improbable par moment. Donc, je crois qu'une partie de notre destin est écrit, mais que nous avons la responsabilité d'écrire chaque ligne à partir de cet espace du rien ou à partir du mental qui donne de moins bons résultats en termes de jouissance de vie et de satisfaction, mais qui est aussi une possibilité pour un grand nombre de personnes. Alors, tu as parlé il y a quelques minutes des intentions majeures et j'ai trouvé justement un passage dans ton livre très pratique qui était celui qui portait justement sur les intentions majeures et c'est pour ça que je voudrais le soulever parce que je pense que pour des personnes qui se cherchent et qui voudraient savoir quelle est la raison de leur présence sur Terre, c'est peut-être qu'il y aura des clés à trouver. Donc ma question est la suivante, tu dis que pour trouver les intentions majeures dans cette incarnation, il nous faut regarder premièrement là où notre attention est souvent fixée, que ce soit l'amour, l'argent, le pouvoir, la confiance, etc. Et deuxièmement, regardez ce que nous avons envie de développer, que ce soit la peinture, le tennis, la poésie, le chant, etc. Voilà, donc est-ce que tu veux développer et peut-être proposer un exercice dans ce sens? OK. Alors, pour plusieurs personnes, chercher vraiment à se relier à l'essentiel en eux, c'est comme un petit peu un jeu de pistes. C'est comme si ils ont des indices tout au long de leur vie. Bon, je prends l'exemple de moi, j'ai toujours aimé aller à l'école toute petite, même quand j'étais malade, il n'était pas question que je manque une journée d'école. J'attendais vivement que le mois de septembre arrive pour reprendre l'école. Donc, j'ai toujours aimé étudier. J'aimais les professeurs, j'aimais tout de l'école. Bon, c'est pas étonnant que plus tard, je me suis intéressée à l'enseignement, vouloir éclairer les gens, et c'est comme si toute ma vie, je me suis préparée à faire ce que je fais aujourd'hui. Et je sais que pour un grand nombre de gens, quand ils se connectent à ce qu'ils ont vraiment le plus aimé, à ce qui a pétillé le plus dans leur cœur, ils peuvent retrouver les intentions fondamentale de leur incarnation. Je donne un autre exemple qui est tout à fait différent. Certaines personnes se sont incarnées pour vraiment se rapprocher des vibrations du cœur et être en contact avec les autres, justement par la vibration du cœur plutôt que par le mental qui juge, qui compare, qui analyse et tout ça. Pour avoir eu des échanges avec ces personnes, elles ont fait un choix qui est devenu conscient par la suite d'une surdité complète à la naissance,
ou durant les 10 premières années de leur vie. Évidemment, c'est une épreuve extrêmement, extrêmement difficile et il faut beaucoup, beaucoup d'années pour intégrer cet handicap. Mais je pense à une personne qui un jour m'a confié à quel point son handicap l'obligeait à rester toujours connecté aux vibrations et à la présence de la personne si elle voulait comprendre plutôt que d'utiliser son mental. Alors voilà une intention de l'âme dans cette incarnation qui est extrêmement importante et qui passe au travers d'une épreuve. Alors nous n'avons pas d'épreuve pour rien. Chacune de nos épreuves, tout comme les dons que nous avons, font référence à quelque chose de fondamental en nous. Donc, si nous voulons vraiment nous connecter à ce qui est essentiel, la question que j'aime toujours poser, c'est celle que j'ai posée tout à l'heure, mais qui est une question non pas à se poser une fois ou deux. J'ai quelqu'un qui me disait qu'il a pris l'habitude dans sa méditation quotidienne de toujours se poser la question: quel est le désir de mon cœur, là maintenant? Et d'abord, de prendre l'habitude de se poser cette question permet de maintenir le regard posé sur l'essentiel en soi. Ce qui, de toute façon, a pour effet de rendre les difficultés quotidiennes beaucoup plus acceptables, parce que vivre une difficulté quand on sait que c'est gratuit, que ça n'a pas de sens, c'est extrêmement difficile. Mais savoir qu'on vit une difficulté, mais qu'on le fait pour réaliser quelque chose dans lequel on croit, et on est en train de se réaliser, et que les obstacles que nous avons à traverser font partie de ce chemin sur lequel nous sommes. C'est extrêmement gratifiant. Donc, peut-être une des plus belles et des plus importantes questions que les auditeurs peuvent garder dans leur cœur, c'est vraiment de dire le plus souvent possible, même plusieurs fois par jour: quel est le désir de mon cœur? Ou bien, je dirais, de quoi ai-je vraiment envie maintenant? L'autre question qui est tout près: de quoi ai-je vraiment besoin maintenant? Parfois, ça se traduit sous forme d'un besoin, parfois sous forme d'un désir, mais de toujours rester connecté à ses propres besoins, à ses désirs, c'est que je reste en phase avec moi, et c'est quand je suis en phase avec moi, alignée, pleinement épanouie, que je peux apporter ma contribution au monde et rayonner l'amour et la conscience qui sont en moi. Eh bien, merci Claudette. Ce sera le mot de la fin. Il est déjà 1h, ça passe vite. On aurait pu continuer encore longtemps, mais peut-être qu'effectivement, on aura le plaisir de refaire une émission. Ce sera avec beaucoup de joie, Claudette. Un grand merci pour tout ce que tu nous as apporté. Merci pour cette invitation. C'était un bonheur pour moi de passer ces 2 heures avec toi, avec les auditeurs qui, même si je les ai pas vus, je sens qu'on était connectés à beaucoup, beaucoup de personnes, et ça a été un pur ravissement pour mon cœur d'être avec vous tous ce soir. Merci Claudette. Au revoir. Au revoir. Voilà, merci à vous, auditeurs, auditrices, de nous avoir suivis dans cette émission passionnante. Je vous propose de se retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission, et en attendant les émissions de la nuit. Bonne nuit à vous. Au revoir. Olivier vous présente le magazine Nouvelle Conscience, le 3e samedi de chaque mois, de 23h à 1h.